Bonjour à tout le monde. Très bien, on va démarrer la session. Bienvenue à tout le monde ce matin pour le webinaire Myria for Migration. Je suis Nick Crisp, service marketing de Tempo. Et à mes côtés, j'ai Thibaut Lozea. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour à tous. Thibaut, avant-vente à Tempo. Alors, l'idée de départ, c'est de faire une démonstration de Myria. On a fait pas mal de webinaires l'année dernière sur la solution, mais c'est toujours bien de voir les écrans et de voir comment ça se passe en vrai. Et Thibaut va nous faire une courte présentation de la solution avec une partie démo et bien sûr une partie QA. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en utilisant, s'il vous plaît, le chat qui se trouve dans Zoom en bas. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. On essaie de répondre. La session va durer une trentaine de minutes environ avec les questions. Voilà, sans plus tarder, je passe la main à toi, Thibaut, pour la partie Parfait. présentation démo. Merci beaucoup. Donc, premier slide, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui nous sommes à Tempo, leader européen de la protection de données. Et donc, nous proposons des solutions de protection, stockage, déplacement, restauration de données. À partir du moment où vous avez besoin de déplacer votre donnée, que ce soit à des fins de sauvegarde ou pour les mettre à disposition d'utilisateurs sur des sites distants, nous allons être en mesure de vous proposer un certain nombre de solutions pour vous aider dans ces déplacements de données. Donc, nous avons 28 années d'expertise, maintenant que nous sommes en 2020, 28 années d'expertise dans ce domaine du déplacement de la donnée. À l'origine, c'était surtout sur la partie sauvegarde, mais maintenant, on est vraiment capable d'adresser énormément de scénarios différents de déplacement de données. Et nous avons plus de 2000 clients au travers, tout autour du globe et environ 200 employés actuellement. Nos implantations en France, puisque nous sommes sur un webinaire en français aujourd'hui, donc voici les quelques implantations que nous avons en France principalement. Donc, nous sommes basés à Massy. Nous avons des succursales aussi à Vannes, à Toulouse, à La Ciotat, à Lyon. Et il y a 1 an et demi environ, nous avons ouvert un laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui se trouve à Orléans. Dans le courant de l'année, nous devrions voir les premières solutions, les premières intégrations avec les modules d'intelligence artificielle. Et donc, on sera en mesure aussi de vous proposer des choses très intéressantes sur les différents produits que l'on peut avoir au portefeuille. Au niveau des implantations mondiales, donc nous avons aussi des succursales un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis où nous sommes très présents dans le domaine des médias et en Europe évidemment, donc en France, en Allemagne, au United Kingdom, au Royaume-Uni, pardon, mais aussi en Chine, à Singapour, en Inde et en Corée du Sud. Donc dans ce webinaire, je vais vous parler un petit peu de Myria. Donc, Myria, c'est une solution qui va permettre de répondre à certains challenges et notamment au challenge de la protection des grands volumes de données, puisqu'on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir avec des volumes de données qui sont parfois phénoménaux. On a des clients qui commencent à nous parler en hexa, donc plusieurs milliers de pétas, même si en France, c'est vrai qu'on est plutôt à l'échelle du péta. Mais en tout cas, ce sont des problématiques qui vont se poser de plus en plus dans le futur, puisqu'on a une explosion vraiment des volumétries de données. Et donc, cette explosion de volumétrie implique de nouveaux challenges pour la protection, mais aussi pour le déplacement de ces données. Un des challenges, c'est aussi l'optimisation du stockage. Donc, qu'est-ce que j'entends par optimisation? C'est tout simplement d'être capable d'utiliser son stockage de manière efficace et de ne pas utiliser du stockage hautement performant pour mettre des données qui sont finalement accédées une fois l'an. Donc, on va être capable, avec Myria notamment, de faire de l'archivage de données et de l'archivage à but économique, c'est-à-dire qu'on va enlever les données froides de vos différents serveurs de fichiers pour être capable d'avoir une certaine efficacité au niveau du stockage et de ne pas dépenser de l'argent à mettre des données froides sur du matériel très rapide. Au niveau de la disponibilité des données, évidemment, donc que ce soit la protection au sens sauvegarde, mais aussi
la mise en place de PRA. Donc, on va voir que Myria, ça ouvre la possibilité, par exemple, de faire un PRA de vos données, donc de vos serveurs de fichiers, de vos NAS, sur des NAS de marques différentes pour être vraiment dans une protection efficace de vos données, puisque là, vous vous affranchissez totalement finalement de la technologie que vous pouvez avoir sur votre stockage principal en allant sur une autre technologie. La migration de données, donc c'est vraiment de ça, on va vraiment aller faire un focus plus particulier sur ce cas d'usage-là. Donc, encore une fois, quand on commence à avoir des pétaoctets de données, ça devient très compliqué de les déplacer, notamment dans le contexte de migration, quand vous renouvelez votre infrastructure de stockage. La question se pose, comment je vais déplacer mes pétaoctets de données? Alors, lorsque l'on reste chez le même constructeur, souvent, il y a des outils qui permettent de simplifier un petit peu le déplacement, la migration vers un nouveau stockage. Mais dès que l'on veut changer de constructeur, ça devient vite complexe et il y a très peu de solutions finalement qui sont capables de faire des déplacements de données de manière efficace et rapide d'une techno de stockage à une autre techno de stockage. Et enfin, la scalabilité et la flexibilité. Donc, encore une fois, Myria, l'objectif de Myria, c'est d'être capable d'évoluer en fonction de votre infrastructure, que vous commenciez avec parfois quelques téraoctets de données à sauvegarder ou à déplacer. On va être capable de vous accompagner au fur et à mesure de l'explosion de vos données sur vos différents stockages. Et comme je vous le dis, on a déjà des clients qui commencent à gérer plusieurs centaines de pétaoctets de données avec nos solutions. Donc, on est vraiment capable de commencer très bas avec quelques dizaines de téras et de monter très haut avec plusieurs centaines de pétaoctets de données gérées. Donc, le logiciel Myria, il va couvrir plusieurs cas d'usage. Les 4 cas d'usage principaux qui en ressortent, c'est évidemment le premier cas d'usage, la sauvegarde, donc de protéger les données, de les stocker sur un stockage secondaire. Ensuite, on a la partie archivage, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, que ce soit de l'archivage pour optimiser l'utilisation du stockage primaire, mais aussi de l'archivage parfois tout simplement pour garder des données sur des rétentions très longues, notamment sur des stockages de type objet ou sur des stockages de type bande, ou même parfois, on a des clients qui utilisent des stockages optiques pour des rétentions de plusieurs dizaines d'années sur les données. Le data moving, c'est un petit peu un cas qui est difficile à définir puisque chaque client qui fait du data moving a un petit peu un cas d'usage différent. En gros, ça va être déplacer la donnée pour la mettre à disposition. Donc, c'est notamment ce que l'on va faire quand on a des infrastructures multi-sites où on a parfois les données qui doivent se déplacer d'un site à l'autre parce que plusieurs équipes vont travailler sur le même jeu de données. Ces déplacements, ça peut se faire par exemple d'un côté à l'autre de la planète. Et donc, nous, on va venir fournir une couche pour être capable de faire ces déplacements de manière efficace et rapide d'un côté à l'autre de la planète. Et enfin, le dernier cas d'usage sur lequel on va faire le focus aujourd'hui, c'est Myria for Migration. Donc, tout simplement, ça va être de migrer les données d'un stockage à un autre. Généralement, ça va être notamment lors des renouvellements d'infrastructures de stockage, lorsque vous allez vouloir déplacer vos données sur votre nouvelle baie. Mais on peut imaginer un petit peu tout et n'importe quoi en termes de cas d'usage sur la migration. Les composants de Myria, donc c'est assez simple. Myria, il y a plusieurs composants. Le premier composant, c'est évidemment la partie serveur qui contient la base de données, toute la partie configuration du logiciel. Cette partie serveur, on peut avoir une redondance dessus en la mettant en cluster si nécessaire, si on a besoin vraiment d'une disponibilité accrue de la partie serveur. Et enfin, on a des data movers. Les data movers, ce sont finalement des agents qui vont permettre de faire les déplacements de données. C'est-à-dire que le serveur, potentiellement, ne fait aucun déplacement de données. Il ne fait qu'orchestrer le travail des data movers. Et les data movers, ce sont eux qui vont lire les données sur la source et les écrire sur la destination. Donc, évidemment, les data movers vont être au plus proche, idéalement au plus proche des données à déplacer. Et c'est les performances des data movers qui vont définir en partie les performances de la migration. Donc forcément, si vous avez 50 pétas à migrer, on n'aura pas les mêmes prérequis au niveau des data movers que si vous avez quelques dizaines de téras à migrer. Donc en fonction, Myria va être capable de s'adapter et on va déployer plus ou moins de data movers pour être capable de fournir le niveau de performance attendu pour le cas d'usage. Et évidemment, donc vous avez vos stockages primaires, vos stockages secondaires. Dans le cas de la migration, on est sur le même type de stockage en primaire et en secondaire, c'est-à-dire qu'on va être sur des stockages de type
soit NAS, soit Distributed File System, donc tout ce qui est GPFS et Lustre que l'on va retrouver notamment dans tout ce qui est domaine du HPC, du High Performance Computing. La migration en 3 étapes. Donc la première étape, forcément, dans une migration, et comme dans tout projet, ça va être de préparer et de planifier. Donc déjà, de déterminer quelles sont les données à migrer, quelle est la typologie des données à migrer. Donc, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais un des atouts du logiciel Myria, c'est d'être capable de s'adapter à un petit peu n'importe quel type de jeu de données. On a à la fois des clients qui travaillent dans les médias, qui ont des fichiers qui font parfois plusieurs téraoctets. Et à l'inverse, on a aussi d'autres clients qui viennent avec des serveurs de fichiers dans lesquels, ou des NAS dans lesquels on a des milliards de fichiers de quelques kilooctets. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes problématiques de déplacement, mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est d'arriver à fournir le bon niveau de performance pour déplacer ces données-là. Et le logiciel il est capable de s'adapter finalement à ces différents cas d'usage. Donc, préparation et planification. On va définir la source, la destination, qu'est-ce qui est à migrer, quels sont les partages à migrer, quel est le délai finalement pour faire la migration. La synchronisation, donc de lancer la synchronisation entre le stockage source et le stockage destination. Et enfin, la dernière phase qui est la phase de bascule, donc la phase où on va vraiment basculer du stockage source vers le stockage cible, donc d'une ancienne baie à une nouvelle baie par exemple. Donc en détail, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on va mettre en place la migration, on va faire différentes synchronisations. En fait, à chaque synchronisation, on va avoir un petit peu moins de données normalement à bouger, à migrer. Et au fur et à mesure des synchronisations, lorsque l'on va atteindre le seuil défini en termes de rapidité pour la migration, on va pouvoir planifier la bascule. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment une bascule la plus rapide possible lorsque l'on souhaite migrer. On ne veut pas couper les utilisateurs pendant une semaine. Donc, on va vraiment attendre d'avoir une phase de copie incrémentale assez courte pour être capable de dire « Ok, maintenant, on va pouvoir faire la dernière copie avant de passer sur le stockage, sur le nouveau stockage. » Donc, à ce moment-là, on va couper les accès sur le stockage principal, relancer une dernière synchronisation et à la fin de cette synchronisation, remettre les accès sur le nouveau stockage. Et les utilisateurs seront ainsi déplacés sur la nouvelle baie de stockage. Les technologies que l'on utilise donc, au niveau de Myria pour optimiser justement cette partie migration, on en a plusieurs. On a déjà la première partie, les snapshots. Donc, on va venir s'intégrer finalement avec le stockage source. Alors, le stockage source, ça peut être des NAS, ça peut être des file systems distribués, ça peut être des serveurs dans certains cas. Donc, dans le cas de Windows, par exemple, on va utiliser VSS. Dans le cas d'EasyLoan ou de Cumulo, on va utiliser les snapshots fournis par EasyLoan ou Cumulo. Donc, ces snapshots ils vont nous permettre finalement de figer un état dans le temps et d'avoir un cliché, une photographie d'un file system complet tel qu'il est à un instant précis. À partir de cette photographie, nous, on va commencer les déplacements de données. Pour optimiser la partie déplacement de données, il y a quelque chose qui est critique, c'est d'être capable d'identifier rapidement les données qui sont à copier. Donc, lors de la première migration, forcément, on doit copier toutes les données. Mais lors des migrations suivantes, c'est assez complexe. Quand on a des file systems qui font parfois des pétaoctets avec des milliards de fichiers, il est très compliqué d'optimiser cette phase de copie. Et donc, pour optimiser cette phase, on a développé ce qu'on appelle le FastScan. Le FastScan, ça va être une intégration fine avec le stockage source. Et cette intégration va nous permettre d'identifier beaucoup plus rapidement les fichiers modifiés qui sont à copier vers la destination. Donc, on va venir s'intégrer finalement avec la baie source. Et dans certains cas, on va demander directement à la baie source de nous donner finalement la liste des fichiers qui sont à copier. Et ça va nous permettre, par exemple, lorsqu'on a un file system de 1 pétaoctet, de savoir en seulement quelques secondes quelles sont les nouvelles données à copier vers la destination. Donc, ça fait vraiment la différence parce que sans le FastScan, on serait obligé de parcourir tout le file system. Et lorsque le file system est composé de milliards de fichiers, ça prend forcément des heures et des heures à parcourir le file system complet. Donc, on a cette fonctionnalité qui va nous permettre en quelques secondes, au lieu au lieu de plusieurs heures, d'identifier les fichiers modifiés et de les copier directement sur le stockage de destination.
Donc, voilà un petit peu pour les différents principes et technologies du logiciel. Et donc, maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de cette interface, donc, qui est la première interface web que l'on sort pour Myria et qui est dédiée à l'usage au cas d'usage de la migration. Au fur et à mesure, au cours de l'année, on va développer donc, notre offre en termes d'interface sur Myria. Et pour chaque cas d'usage, on va fournir une interface qui sera adaptée finalement avec une ergonomie adaptée au cas d'usage. Donc, voici l'interface. Donc, c'est une interface HTML5 qui a l'avantage du coup d'être responsive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur un PC, mais aussi sur une tablette notamment. Ça a aussi l'interface d'être accessible de n'importe quel type d'OS, peu importe que vous soyez sur Linux, sur Windows ou sur Mac, vous serez capable d'utiliser cette interface pour aller piloter Myria. Et à noter donc, que la démo va être faite sur une interface qui est en anglais, mais elle existe aussi en français. Donc, on va rentrer un login mot de passe et on va se connecter à une base. On peut avoir plusieurs bases dans le logiciel Myria. Par exemple, on peut avoir une base qui va servir pour la migration et une base qui va servir pour le backup. Donc, on arrive sur une première page qui est un tableau de bord qui, pour l'instant, est vide. Forcément, on n'a encore rien créé dedans. Donc, on va aller définir en premier les éléments de l'infrastructure. On reviendra un petit peu après sur la partie tableau de bord pour voir un petit peu toutes les statistiques disponibles et toutes les informations que l'on présente dans ce tableau de bord. Donc, au niveau de l'infrastructure, on va venir déclarer les différents éléments de l'infrastructure pour la partie migration. Donc, on voit qu'on va pouvoir déclarer du NAS, du Shared File System, donc ça correspond à tout ce qui est GPFS et Lustre. NAS, ça va être du NAS CIFS, NFS. Et les agents, ça peut être soit des file systems, soit des agents sur lesquels on va venir prendre des données, donc par exemple un serveur de fichiers Windows, soit des agents qui vont servir de data mover, c'est-à-dire qui vont faire eux les déplacements de données en allant lire les données sur le stockage source et en faisant les écritures sur le stockage de destination. Donc, on va aller déclarer des nouveaux agents. Donc, on a 2 agents qui sont rattachés à notre serveur, à savoir que le serveur lui-même peut servir aussi de data mover si nécessaire. Sur des petites configs, c'est suffisant. On va pouvoir mettre les 2 rôles sur le serveur lui-même. Donc là, on a 2 data movers de type Windows donc qui deviennent disponibles. À partir de ce moment-là, ces data movers, on va pouvoir les utiliser lorsque l'on va créer des tâches de déplacement de données. Donc, l'étape suivante, ça va être de déclarer les stockages sources. Donc, dans ce cas-là, on va déclarer un stockage de type NAS. Et on voit qu'on a une certaine liste de stockages disponibles. En fonction du stockage disponible, en fonction de la marque du stockage source, on va être capable d'activer donc les Advanced Storage Integration, les intégrations de stockage avancées. Ces intégrations avancées, c'est ce qui va permettre de faire du fast-scan, du snapshot. Donc, à partir du moment où c'est activé, on va venir s'intégrer avec les API de la base source pour être capable de déclencher du fast-scan et du snapshot, et aussi pour être capable de récupérer la liste des partages et la recréer à la destination. Lorsque l'on a des technos supportés à la source et à la destination, on va être capable du coup de recréer tous les partages qui sont à la source sur la destination pour simplifier le travail de migration. Au niveau des data movers, on a une notion de protocole en fonction du protocole qui sera utilisé. Donc, selon que ce soit des données sur des partages réseau de type CIFS ou de type NFS, on va utiliser des data movers différents. Sur du CIFS, on va utiliser des data movers de type Windows. Sur du NFS, on va utiliser des data movers de type Unix ou macOS. Donc, on sélectionne les data movers qui vont être utilisés pour cette plateforme. On va rentrer un nom forcément pour la plateforme et on voit que l'on peut aussi spécifier un compte Windows. Donc, c'est le compte qui sera utilisé tout simplement pour aller se connecter au partage s'il est nécessaire de se connecter au partage. C'est par exemple le cas sur des NAS qui ne sont pas supportés, qui ne sont pas supportés officiellement. On va utiliser tout simplement une connexion au partage en CIFS ou en NFS, donc avec le protocole directement de partage de fichiers pour aller accéder aux données. Voilà, donc nous avons créé une nouvelle plateforme NAS. Donc c'est notre plateforme source. Maintenant, l'étape suivante, c'est forcément d'aller créer la plateforme de destination. Mais avant ça, on va juste vérifier que l'on a bien l'accès à cette plateforme.
Donc, on va explorer la plateforme pour vérifier que l'on a bien accès aux différents partages ou aux API du NAS. Donc là, on a bien validé qu'on avait bien le visu sur les données qui sont à l'intérieur. Donc, on va pouvoir déclarer la plateforme de destination. Donc, c'est exactement la même procédure que pour la plateforme source. Idéalement, si on a les intégrations avancées, on va les configurer. On voit aussi qu'on est passé un petit peu rapidement sur un écran qui est l'écran des Stream Options. Donc, les Stream Options, ce sont des options avancées. Ce sont des options avancées qui permettent, par exemple, de choisir les nœuds que l'on va utiliser pour les déplacements de données. Donc, les nœuds au sens infrastructure de stockage. Par exemple, dans le cas d'un EasyLoad, on peut avoir des dizaines de nœuds EasyLoad différents. On va pouvoir limiter finalement les nœuds que l'on va utiliser pour faire le déplacement de données, pour faire la lecture pour faire les lectures et les écritures. Par exemple, pour limiter la performance, pour limiter l'impact en performance sur la production. Donc, on déclare le NAS de destination. Encore une fois, on rentre le compte pour l'accès au partage. Voilà, nous avons donc nos deux plateformes et nos deux data movers qui vont servir pour le déplacement de données. On vérifie encore une fois que l'on a bien l'accès à la plateforme. Donc, on a bien accès au fichier. La plateforme est correctement configurée. Donc, l'étape suivante, ça va être de créer ce qu'on appelle un projet. Donc, un projet, tout simplement, c'est un élément logique qui va vous permettre, selon vos propres critères, de rassembler des tâches. Par exemple, on peut avoir le cas où, dans certains cas, vous allez vouloir déplacer toutes les données de certaines BU en même temps. Ou vous allez peut-être avoir, dans certains cas, vouloir déplacer toutes les données d'une B source vers une B destination. On va pouvoir, du coup, agréger différentes tâches. On va pouvoir regrouper différentes tâches dans les projets. Les projets, peu importe comment vous les définissez, c'est à vous de définir la meilleure méthode pour regrouper vos tâches. Peut-être que vous allez tout mettre dans un seul projet avec toutes les tâches de migration à l'intérieur, ou peut-être que vous allez les découper en fonction de critères que vous aurez prédéfinis. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être par exemple tous les partages d'un département qui vont être migrés ensemble. On va les mettre ensemble dans un projet. La notion de projet va aussi permettre de faire le monitoring et les actions sur ces tâches depuis un seul point d'entrée. Donc là, on a créé un premier projet webinar et un deuxième projet webinar 2. Donc voilà. Donc sur ces projets, on sera capable de faire le monitoring global de toutes les tâches qui sont à l'intérieur. Donc ça peut être aussi intéressant pour des raisons tout simplement de monitoring des différentes tâches qui sont dedans. Donc ensuite, l'élément suivant, c'est la tâche de copie. Donc sur la tâche de copie, très simplement, on va sélectionner la plateforme source et la plateforme destination. Donc là, nous avons deux plateformes Windows, une à la source, une à la destination. Et ensuite, nous allons sélectionner les dossiers sources ou les partages sources et les partages destination. Donc on va faire des paires source-destination. On peut avoir plusieurs paires dans une même tâche. Donc là, dans notre cas, on va créer, je crois, trois paires de dossiers. Donc, dossier source 1 vers dossier destination 1, source 2 vers destination 2, ainsi de suite. Donc, on utilise le bouton Add pour rajouter du coup dans la liste les différentes paires de dossiers. Donc là, nous avons 3 paires de dossiers. Et enfin, dessous, on va pouvoir sélectionner, définir des inclusions et des exclusions de fichiers ou de dossiers. Donc pareil, là, vous allez peut-être vouloir exclure certains types ou certaines extensions de fichiers ou certains dossiers qui n'ont pas lieu d'être migrés. Voilà, donc l'étape suivante, ce sont la configuration des options de la tâche. Donc, première configuration, c'est le type de synchronisation. On a plusieurs types de synchronisation. Dans la plupart des cas, le mode qui va être utilisé, c'est le mode écho. Le mode écho, c'est tout simplement un miroir unidirectionnel, c'est-à-dire qu'on veut exactement la même chose sur la source et la destination. On a d'autres modes. Les autres modes, ça va notamment définir comment on va gérer les fichiers qui sont modifiés ou supprimés. Par exemple, dans certains cas,
on ne va pas répliquer les suppressions de fichiers. Dans le cas du echo, un fichier qui est supprimé à la source est aussi supprimé à la destination, puisque ce qu'on veut, c'est un miroir exact de la source. Dans les autres cas, on peut avoir un peu de tout. Dans certains cas, on va garder toutes les versions de tous les fichiers, et dans d'autres, on ne va pas utiliser ça. Ensuite, on va définir du coup une planification. Donc la planification, très simplement, on va aller dire tous les jours, je vais faire une planification de mes copies incrémentales. Donc par exemple, du lundi au vendredi à telle heure. Rien de particulier. Sur les options suivantes, ce sont des options qui vont gérer le parallélisme. Donc le parallélisme, la première option, split task, ça va permettre de créer une tâche par dossier, par paire de dossiers. Donc, par exemple, dans notre cas, on avait créé 3 paires de dossiers, source-destination. Si on coche split task, ça va créer finalement à la fin 3 tâches, une par paire source-destination. Ensuite, on a les threads. Donc, les threads, c'est ce qui va permettre de gérer le niveau de performance que l'on va utiliser sur les data movers. Donc là-dessus, on a des recommandations bien spécifiques et ça ne dépend finalement que de l'infrastructure des data movers que vous avez mis en place pour le déplacement de données. Et ensuite, on a la parallélisation, le job parallelization, qui va définir finalement des critères à partir desquels on va démarrer des nouveaux jobs. Donc, parallélisation, par exemple, on va définir que lorsqu'on atteint un certain seuil, on va démarrer une nouvelle tâche de copie. Donc là-dessus, il y a quelque chose d'assez intéressant dans Myria par rapport à d'autres logiciels qui font de la copie de données, c'est qu'on n'attend pas d'avoir fini de scanner les données pour les copier. Donc, par exemple, Myria va commencer à scanner le file system et dès qu'il va arriver à un seuil qui est défini, donc soit en minutes, comme vous pouvez le voir en bas, donc start new job after, soit en minutes, soit en volume, en capacité de données scannées, soit en nombre de fichiers. Dès qu'un de ces seuils est atteint, on va démarrer une nouvelle tâche de copie en parallèle. Donc, par exemple, on scanne le file system, on arrive à 1 giga de données, on commence une nouvelle tâche. Et à chaque fois qu'on a un nouveau giga de données qui a été scanné, on va commencer une nouvelle tâche, dans la limite du nombre maximum de tâches simultanées. Donc, c'est le paramètre que l'on voit actuellement mis à 4. Ça veut dire qu'on va au maximum lancer 4 tâches de copie. Donc, ce paramétrage-là est très important parce qu'il va être dépendant finalement des données qui sont à migrer. Lorsque l'on a des milliards de petits fichiers, on va plutôt utiliser un paramétrage en nombre de fichiers. Et à l'inverse, lorsque l'on a des fichiers très gros, on va peut-être plutôt utiliser un paramétrage en taille. Et c'est ça qui va permettre vraiment de paralléliser au mieux les déplacements de données et de s'adapter finalement à n'importe quel cas d'utilisation de la solution, que ce soit des fichiers énormes ou que ce soit des tout petits fichiers. Donc voilà, donc ces paramètres, il faut les affiner au fur et à mesure des tests de copie en fonction de votre infrastructure. Il n'y a pas une seule règle qui est valable pour tout le monde, ça va dépendre forcément de la performance que l'on est capable de tirer sur les data movers et sur l'AB source et l'AB destination. La dernière option que l'on a au niveau de la tâche, c'est le mode de copie. Le mode de copie, c'est tout simplement par défaut, on va copier tout, c'est-à-dire les données, mais aussi tout ce qui est autour des données, donc notamment tout ce qui est permission, donc ce qu'on appelle les ACL. On va être capable de recopier les ACL d'une B, d'une marque A vers une marque B. Donc ça, c'est très important. Vous n'allez pas perdre toute la partie permission qui était configurée au niveau des fichiers. On va être capable de la récupérer, de la remettre en place à la destination. Dans certains cas, on a juste besoin de recopier, pas les données, mais tout ce qui est autour de la donnée, donc que ce soit les ACL ou les attributs étendus. Donc, c'est le mode de copie, le deuxième mode de copie, Only Permission, Extended Attributes and Alternate Data Stream. Ça va permettre finalement de réappliquer toutes les métadonnées sur les données, sans recopier les données elles-mêmes. Donc, c'est un cas assez particulier, mais ça a déjà été utile par le passé. Voilà, et la dernière phase pour la création de la tâche, c'est tout simplement de mettre un nom à la tâche et de l'associer à un projet. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons créé tout ce qu'il faut pour commencer la migration. Donc, directement sur le projet ou sur la tâche, on va être capable de démarrer la tâche de copie. Lorsque l'on met plusieurs tâches dans un projet, on va pouvoir démarrer toutes les tâches d'un projet en parallèle en même temps, directement depuis le projet.
Voilà, donc la tâche démarre et on va commencer au fur et à mesure à voir les statistiques en temps réel de la copie des différentes données qui ont été définies dans la tâche. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la partie monitoring, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à faire des tâches de migration, que vous les avez lancées, comment faire le monitoring de la solution. Donc sur la partie monitoring, on va voir que le dashboard qui est présenté ici, il va permettre de faire le monitoring selon deux modes. Le premier mode, c'est le mode volume et le deuxième mode, c'est le mode objet. En fonction de votre stockage, parfois c'est intéressant de parler plutôt en objet. Donc les objets, c'est tout simplement des fichiers ou des dossiers, ou plutôt en volume. Donc voilà, donc là on a un exemple, on a des tâches qui ont été démarrées, qui ont tourné plusieurs fois, et on commence à avoir des statistiques dans l'interface. Ce qui est très intéressant au niveau des statistiques, c'est qu'elles sont présentées sous deux formats. Donc là, on est en volume migré. On est au niveau global sur le serveur, c'est-à-dire qu'on agrège les statistiques de tous les projets qui sont dessous, mais les statistiques sont vraiment disponibles à tous les niveaux de l'interface. Elles vont être disponibles donc au niveau global, au niveau projet et au niveau de tâche. Donc, en fonction de ce que vous voulez voir, vous allez pouvoir descendre dans les niveaux pour avoir les statistiques du niveau en question. Donc là, au niveau global, on a par exemple la quantité de données migrées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le volume global de données migrées, mais aussi le volume run by run, c'est-à-dire à chaque migration qui a été lancée. Et on voit que ce volume, il diminue au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que l'on souhaite lorsque l'on fait une migration. La première tâche, une fois qu'on va lancer la première fois que l'on va lancer la tâche, on va avoir énormément de données à copier. Et au fur et à mesure des lancements, on va avoir de moins en moins de données. L'objectif étant d'avoir le moins de données possible et de les déplacer le plus rapidement possible pour être capable de basculer avec une coupure de production la plus réduite. En haut à droite, vous voyez un menu volume ou objet. Donc ce sont les deux modes dont je vous ai parlé. Ces deux modes vont permettre de voir le monitoring en volume ou en objet qui ont été migrés. Donc là, on est passé dans un projet, on affine finalement la statistique et là, on ne voit plus que les statistiques agrégées pour les trois tâches qui sont dans ce projet-là. On a la statistique en volume migré, mais on a aussi une statistique de vitesse moyenne de copie. Donc là, c'est en kilooctets par seconde, mais si on se met en mode objet, on aura une vitesse en objets par seconde ou en kilo-objets par seconde. Donc, on voit que l'on a de moins en moins d'objets à copier. Voilà. Et ensuite, on a aussi les statistiques au niveau des tâches. Donc, on peut voir les derniers runs des tâches. On voit les derniers, donc le premier run, c'est finalement la première synchronisation qui a été effectuée, donc c'est généralement la plus grosse. Le run précédent et le dernier run. Donc, la dernière fois qu'on a lancé la tâche, on a copié 0 octets et sur la phase 2, on a copié 8 gigas. Donc, une fois qu'on clique sur la tâche, on va voir le détail finalement, l'historique de tous les runs, toutes les fois où cette tâche a été lancée. On voit aussi le statut et encore une fois, on a l'accès aux statistiques, que ce soit en volume ou en vitesse. Et ces statistiques sont adaptées au mode de monitoring que vous avez sélectionné. Si vous sélectionnez objet, vous allez avoir les mêmes statistiques, mais en objet plutôt qu'en volume, qu'en mégaoctets ou gigaoctets. À partir de cette fenêtre-là, on est aussi capable d'aller voir donc, le statut, mais de voir les logs de ce run-là en particulier. Donc, par exemple, si vous avez besoin de savoir pourquoi il y a eu un problème sur une tâche, on va venir à ce niveau-là pour être capable de filtrer les logs seulement sur ce déplacement précis de données. Donc voilà, donc lorsqu'on clique sur log, on va avoir tous les logs filtrés pour ce run de cette tâche-là. Et on va pouvoir filtrer encore un peu plus selon plusieurs critères. Donc, soit on va pouvoir filtrer la sévérité des différents messages et aussi on va pouvoir filtrer plus précisément sur une date en particulier. On va pouvoir aussi exporter tous ces logs format CSV pour les utiliser dans un autre logiciel. Et on peut les rafraîchir aussi en temps réel si nécessaire pour voir ce qui se passe au fur et à mesure de l'avancement de la tâche. Donc voilà, donc c'était un petit tour de l'interface Myria for Migration.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de chat. On y répondra avec plaisir. Merci Thibaut, merci beaucoup. Nous avons effectivement quelques questions. Je vois qu'on a dépassé un tout petit peu le temps qui nous était imparti ce matin pour la session de démo. Donc, si vous pouvez rester avec nous, tant mieux pour cette troisième mi-temps. Sinon, on vous envoie l'enregistrement de la session avec des questions. Donc, je prends tout de suite les questions que j'ai notées. Thibaut, si tu veux répondre à ces quelques questions. Donc, la première question, c'est par rapport au nombre de data movers qu'il faut pour déplacer un petaoctet. Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors oui, on a des recommandations. Donc ça va dépendre quand même principalement des données que vous allez avoir sur votre infrastructure. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour migrer un pétaoctet, notre recommandation habituelle, c'est d'avoir 2 data movers avec 32 cœurs physiques et 32 gigas de RAM. Très bien. Après, le réseau, ça dépend finalement des connectiques réseau que vous pouvez avoir au niveau de votre stockage. Évidemment, on va recommander d'avoir les connectiques les plus rapides possibles. Si vous êtes en InfiniBand, tant mieux, on va les mettre de l'InfiniBand et ça va permettre d'optimiser les déplacements. Il y a une question sur la partie scheduling de la bascule entre deux stockages. Tu en as parlé dans la partie présentation. Oui. Est-ce qu'il y a un outil ou est-ce qu'il est prévu d'avoir un outil ou un feature dans Myria for Migration pour nous aider à bien planifier cette bascule? Alors, le monitoring qui est présenté par la solution, il permet de planifier au mieux justement ces bascules. En analysant les données que l'on a dans le tableau de bord, cela va permettre au fur et à mesure des migrations, des runs de migration, d'être capable d'évaluer finalement le temps que va prendre la migration. L'objectif étant d'avoir le temps le plus court possible, mais dans certains cas, voilà, ce qui va faire foi, c'est de savoir déjà quel délai vous avez pour faire la migration. Par exemple, est-ce que vous avez 1 heure ou est-ce que vous avez 5 heures? Et une fois que vous voyez que les incréments prennent moins de temps que ce délai que vous avez défini, vous allez pouvoir prendre la décision de dire OK, maintenant on va pouvoir planifier la bascule sur le stockage de destination, donc sur le nouveau stockage de production, et donc lancer la dernière incrémentale qui devrait normalement qui devrait prendre le même temps que les incrémentales précédentes. Très bien. Tu as évoqué aussi en partie présentation le FastScan et aussi en démo. Il y a 2 questions de compat sur les stockages Huawei et Nutanix. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on va avoir le FastScan. Donc, vous l'avez compris, le FastScan, c'est un élément clé quand même lorsque l'on fait les migrations, puisque c'est l'élément qui va nous permettre d'optimiser grandement la vitesse nécessaire pour faire l'incrémental, puisqu'on n'a pas besoin de rebalayer tout le file system. Cette fonctionnalité n'est pas présente sur tous les stockages. Actuellement, on l'a pour Cumulo, NetApp, EasyLoan, GPFS. On est en train de la développer pour Lustre, mais dans le courant de l'année, on va l'avoir aussi pour Huawei, pour les NAS Huawei et pour Nutanix Files, donc le stockage fichier de Nutanix. OK. Juste la version de Myria for Migration. Donc, la première question, est-ce que la version est disponible aujourd'hui? Et pour ceux qui nous connaissent avec la solution ADA, est-ce que l'interface, donc quelle version d'ADA est-ce que l'interface est disponible? Donc, lorsque vous installez ADA, l'interface Myria for Migration est livrée directement avec. Elle est déjà disponible. Elle est disponible à partir de la version 3.10 et elle est directement intégrée dans la page web principale. Donc, vous avez des liens au même endroit où vous avez la documentation qui est intégrée dans le produit. En bas, vous allez avoir les liens directement vers les interfaces de migration. Merci Thibaut. Je rappelle que ADA 3.10 est disponible depuis quelques semaines, depuis mi-février, donc bien accessible. Question de data mover encore. Est-ce qu'ils peuvent être des machines virtuelles ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment prendre une machine physique pour déplacer les données? Alors, encore une fois, ça va dépendre du niveau de performance qui est attendu.
Lorsqu'on a des centaines de pétaoctets, on va généralement recommander d'avoir des serveurs qui sont physiques parce que ce sont des serveurs qui vont utiliser énormément de CPU pour faire les déplacements. Et généralement, ça va avoir un impact non négligeable sur une couche de virtualisation. Maintenant, si c'est pour déplacer seulement quelques, parfois centaines de téraoctets, c'est tout à fait envisageable de mettre de la virtualisation. Nous, c'est qu'une question finalement de performance nécessaire pour les data movers. Donc, que vous soyez de fournir ces performances en virtuel ou en physique, peu importe. Après, c'est vraiment juste lié aux performances attendues sur la solution. Mais on n'a pas de velléité à éviter la virtualisation. Très bien. Je balaye encore quelques questions. Tu as parlé des pages web responsives, donc on peut utiliser cette interface HTML5 sur des mobiles ou des tablettes pour suivre la progression des migrations. Tu confirmes, Thibaut? Alors, pour tablette, oui. Pour mobile, l'interface n'est pas adaptée au mobile. On a estimé que vu la quantité d'informations qui est affichée dans l'interface, on ne souhaitait pas adapter cette information à un affichage sur un mobile. De toute façon, en entreprise, je pense que c'est assez rare d'aller gérer le monitoring de ces migrations sur un mobile. Sur une tablette, c'est envisageable, effectivement. Pour faire du monitoring quotidien, on peut très bien l'afficher sur une tablette et l'interface va s'adapter. On va aussi pouvoir jouer sur le niveau de zoom. Si vous avez un écran, comme c'est mon cas, mon écran principal de PC qui a une résolution relativement faible, on va pouvoir jouer sur le niveau de zoom et l'interface va se réadapter automatiquement puisqu'elle est responsive et va être capable d'afficher plus d'informations. Merci. Alors, juste pour confirmer, en fait, la technologie Myria est-ce que l'agent doit installer directement sur les baies de disque ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Généralement, lorsque l'on a une baie de stockage, par exemple EasyLoan, Cumulo ou NetApp, de toute façon, la question ne se pose même pas puisqu'on n'a aucun accès à l'OS qui se trouve à l'intérieur. Donc, la seule partie que l'on va installer, elle sera au niveau des data movers. Les data movers étant des serveurs classiques sur lesquels on va installer une couche Windows ou une couche Linux en fonction de la typologie des données que l'on souhaite déplacer. Mais à aucun moment, on ne va installer de module au niveau de la baie de stockage. Par contre, on va discuter avec les API des baies de stockage, notamment pour la partie FastCAN, où là, on implémente directement finalement le langage de la baie pour être capable de parler de manière optimisée avec elle. Voilà, à peu près. OK. Cette dernière question, c'est, puisqu'on a une interface web, est-ce que c'est possible de l'utiliser via Internet ou via le protocole Internet pour accéder et transférer les données? Alors oui, on peut tout à fait imaginer avoir accès à l'interface web directement exposée sur Internet. Juste une petite recommandation de sécurité. On va recommander d'utiliser un reverse proxy pour ne pas exposer le serveur directement en frontal sur Internet pour des raisons évidentes de sécurité. Maintenant, rien n'empêche d'aller utiliser l'interface web. C'est un peu le but d'avoir une interface web. Ça va être de l'utiliser de n'importe où. Potentiellement depuis l'autre côté de la planète et d'aller se connecter sur l'interface pour voir ce qui se passe sur la partie migration. Très bien. Je pense qu'on arrive au terme de cette session. Je tiens à remercier Thibaut d'abord pour la présentation, la démo et bien sûr à vous pour votre participation et les questions que vous avez posées. Je pense qu'il reste encore quelques questions. On va y répondre par email. Très rapidement, on vous donne bien sûr accès à l'enregistrement de la session également sous peu. Donc, merci pour votre présence. Vous avez le moindre question, contactez-nous, donc info@atempo.com ou via notre site. On peut parler directement par email si vous avez besoin ou envie d'avoir une autre démo ou d'autres questions bien particulières. N'hésitez pas à nous contacter. Il y aura d'autres sessions. On a des questions aussi sur la partie archivage et sauvegarde de Myria. Bien sûr, on peut aussi traiter ces points dans un webinaire futur ou bien sûr directement par email. Merci à toi Thibaut.
Ben, merci à vous. Et puis, à très bientôt. Belle journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.